Macron est-il l'idiot utile de l'axe Tel Aviv-Washington? La France va-t-elle vers son suicide à cause de son atlantisme invétéré? Avec les conflits, l'Ukraine-Russie ou Iran-Israël, la troisième guerre mondiale a-t-elle déjà commencé? À ces questions vont répondre trois spécialistes de renom des questions géopolitiques internationales que sont Pierre-Antoine Plaquevent, Xavier Moreau et Youssef Indy. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, on commence l'émission. N'oubliez pas, hein, c'est une habitude, je le dis. Voilà, la géopolitique, la lettre de Géopolitique Profonde du mois d'avril, c'est les 1 an. Ça fait 1 an que cette lettre existe. Et ce mois-ci, nouvel auteur. Qui est le nouvel auteur? Mais qui est-il? C'est le général Delawarde. Donc, vous cliquez sur le lien en description et vous vous y abonnez. Alors, on va parler évidemment de cette troisième guerre mondiale qui arrive, qui est à nos pas, à nos portes, qui tape à nos portes même. Et pour ça, j'ai 3 grands spécialistes. Et d'ailleurs, j'en ai un là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu. En tout cas, c'est la première fois que je le reçois ici, à ces plateaux. J'en suis très content. C'est Pierre-Antoine Plaquevent. Comment ça va, cher Pierre-Antoine? Très bien, merci de m'inviter, merci à vous. Bah, il fallait, hein, surtout pour venir ici, parce que ça fait... parce que vous êtes loin en plus, hein, de Paris. Ah oui, je suis un provincial, comme on dit. Alors, vous êtes essayiste, analyste politique, vous animez le portail métapolitique Les Non-Alignés. Votre dernier livre, Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme. Aux éditions Stratégica, c'est un excellent livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis même régalé, je vous le dis, hein, très sincèrement. Merci. On avait fait un entretien ensemble. Bah oui, on a fait un entretien. La dédicace, voilà. Donné, oui. On a fait ça en live, en direct, sur, je crois que c'était à Saint-Michel, je crois. Ah oui, c'est ça, exact. Oui. Bon, comment ça va? Très bien, très bien. Bon, merci. on va parler de géopolitique, parce que la Troisième Guerre mondiale... Est-ce que j'exagère là? Vraiment, dites-nous. Ça dépend de ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. On peut parler d'une guerre mondiale fragmentée, en quelque sorte, ou de guerre mondiale hybride. En fait, une guerre mondiale réelle telle qu'on l'a connue au XXe siècle, selon moi, est rendue impossible depuis l'existence de l'arme atomique et depuis la prolifération nucléaire. C'est l'idée de la destruction mutuelle assurée, qui fait que n'importe qui emploierait l'arme atomique, serait détruit en retour. Eh ben, on en parlera. Oui. Parce que ce sera la question que je vais poser tout de suite aux 2 autres intervenants. Youssef Indy, qui est en face, hein, analyste, SCI, géopolitologue. Il a écrit « Montrez-nous notre Youssef Indy ». Voilà, montrez-le-nous. Il a mis un beau col roulé, chronique du sionisme. Comment ça va, cher Youssef? Merci pour l'invitation. Ça fait 2 fois que vous venez ici. C'est la 2e fois, oui. Merci pour Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. C'est gentil. Bon, j'exagère ou pas quand je parle de Troisième Guerre mondiale? Non, vous n'exagérez pas. Simplement, la Troisième Guerre mondiale, si on admet qu'elle a lieu, qu'elle se déroule, eh bien, elle se déroule à la périphérie. C'est-à-dire que vous avez effectivement une confrontation entre la Russie et l'OTAN, mais pas sur le territoire
russe directement, même s'il y a des attentats de temps en temps, se déroule sur le territoire ukrainien. Il y a un autre front de cette guerre mondiale, on va dire, qui oppose un camp israélo-occidental et un camp, je dirais, asiatique et proche-oriental. On l'a vu récemment notamment avec la frappe, l'agression israélienne contre le consulat iranien et la réplique iranienne. Il n'y a pas de confrontation en Asie du Sud-Est, dans l'océan Pacifique, mais il y a des tensions qui sont activées par les Américains, par les Anglo-Américains, notamment contre la Chine, parce que depuis 2021, il y a un retrait stratégique des armées américaines du Proche-Orient, de la péninsule arabique, pour se concentrer contre la Russie et contre la Chine, parce qu'ils préparaient déjà le conflit contre la Russie en Ukraine, donc dès 2021. Donc on peut dire d'un certain point de vue qu'il y a une troisième guerre mondiale, mais de basse intensité, puisque comme l'a dit Pierre-Antoine Plagvent, j'imagine que Xavier Moreau sera d'accord, il ne peut pas y avoir, en tout cas pour l'instant, de confrontation directe entre les puissances nucléaires. Merci beaucoup, cher Youssef Indy. Et à votre droite, Xavier Moreau, analyste politico-stratégique, patron de Stratpol. Vous avez écrit « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Vous venez de droit de Moscou, ici. Vous avez mis la belle cravate rouge. C'est quoi, pour fêter la victoire de Poutine? C'est parce que je suis un fan de Régis de Castelnau. Ah, il a des cravates rouges. Non, parce que c'est un communiste. Ah, d'accord. Le rouge, c'est que communiste. C'est vrai que je suis un fan de Régis de Castelnau. Parce qu'il est communiste? Non. Non, parce qu'il est pro-russe, comme moi. Ah, d'accord. Et puis, il est très drôle. Je l'ai interviewé plusieurs fois dans mon émission sur RT en français. Et il sait écrire et il a un côté tribun un peu à l'ancienne, assez Troisième République, je dirais. Je ne l'ai jamais interviewé, tiens, faudrait que je l'appelle un de ces quatre pour qu'il vienne ici, tiens, pour parler de la Russie et du communisme. Mais c'est intéressant, Donc du coup, dites-moi, Troisième Guerre mondiale, oui, non? En fait, j'ai envie de citer mon maître, Jean-Jean Essoutou, qui a dirigé mes recherches, notamment sur le nucléaire, d'ailleurs, l'emploi du nucléaire tactique. Et lui, il a écrit un livre qui aujourd'hui est vendu sous le titre « La guerre froide », parce que c'est plus marketing, mais à la base, son bouquin s'appelait « La guerre de 50 ans ». Et dans l'introduction, il expliquait que la guerre n'était pas froide pour tout le monde. C'est pour ça qu'il avait appelé ça la guerre 50 ans. Donc la guerre froide était une guerre mondiale. C'est-à-dire une guerre hybride, une guerre hors limite. Donc effectivement, on est en plein dedans. Puisque si vous regardez les pays impliqués dans cette guerre, notamment l'alliance, la coalition anti-russe en Ukraine, ça va de l'Australie, en passant par le Japon, en Pologne et jusqu'aux États-Unis. Donc effectivement, on est dans le cadre d'une guerre mondiale, mais qui va rester, et je suis d'accord avec Youssef, de basse intensité. De basse intensité. Il faut se rendre compte, même dans temps en temps, j'aurais parlé oui, mais les armes nucléaires tactiques, mais il faut se rendre compte qu'une arme nucléaire tactique, c'est plus que Hiroshima et Nagasaki en termes de puissance. Donc même une bombe A, c'est des puissances absolument. C'est pas de la super artillerie. Au début de la guerre froide, on a cru que l'arme atomique était une super artillerie. Et puis il y a eu l'avènement de la bombe H. Et puis là, on s'est rendu compte que, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'humanité avait été mise en possession de sa propre mort. Et d'ailleurs, l'arme nucléaire est un problème pour les globalistes parce que ça empêche la guerre. Si jamais il n'y avait pas l'arme nucléaire, en fait, il y aurait déjà des troupes françaises, anglaises, allemandes sur le territoire ukrainien. C'est évident. Sur cette idée en fait de guerre de 50 ans, en fait, dans mon livre, ce que je montre, c'est qu'effectivement, il y a une guerre qui ne cesse pas. Et c'est cette guerre entre ce que les Russes appellent maintenant l'Occident politique et ce qu'on pourrait appeler l'Eurasie politique. Les stratèges anglo-américains ont toujours considéré l'Eurasie comme un tout. Et des territoires comme l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, comme autant de sous-continents de cette Eurasie, considérée comme un tout, qu'ils appellent l'île mondiale. Et là, en ce moment, si vous regardez les fractures et les confrontations actuelles, vous avez l'Ukraine, qui d'ailleurs veut dire périphérie en russe, et donc c'est à la périphérie, on pourrait dire, de l'Occident politique et de la sphère d'influence russe. Vous avez Israël et Gaza, qui là aussi est sur un territoire stratégique
géologique de ce Rimeland eurasiatique. Vous avez un conflit dont on parle peu, mais qui est sous-jacent depuis des années, c'est la Birmanie, avec régulièrement, ce sont soit les forces pro-chinoises qui reprennent le pas, soit actuellement les forces pro-occidentales. La Birmanie est un territoire qui a longtemps été occupé par l'Empire britannique, comme l'Inde, comme Hong Kong. Hong Kong, où il y avait eu les manifestations géantes de 2019, appuyées par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc c'est le long de ce pourtour eurasiatique, donc à l'échelle de toute l'Eurasie, que se déroulent les principaux conflits modernes. Et quand vous avez eu les deux guerres mondiales ouvertes au XXe siècle, eh bien c'était sur ces territoires du Rimeland eurasiatique que les conflits les plus sanglants se déroulaient. Ensuite, la guerre froide aussi. Vous avez des territoires comme le Vietnam, l'Indochine. C'était toujours sur cette... En fait, là où, si l'on veut, l'océan global mort sur l'île mondiale, sur la puissance thalassocratique, sur la puissance tellurocratique. George Orwell avait repris ça dans son livre en décrivant, dans 1984, l'affrontement entre Océania et Eurasia. L'Europe est un territoire disputé entre ces puissances. Nous sommes actuellement dans cette configuration-là. Alors, nous allons parler de tout ça, chers amis, mais avant ça, les petites annonces. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur et abonnez-vous à l'aide de Géopolitique Profonde. C'est Klaus Schwab qui vous le dit, n'ayez pas peur. Allez-y. Plus vous l'achèterez, plus vous vous abonnerez, moins vous aurez peur et plus Klaus Schwab sera votre ami. Mais moi je vous trouve quand même assez optimiste, vous trois, en disant oui, non mais il y a le nucléaire donc ça va, il se passera rien. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Si, un peu. Ça sera la basse intensité. Il n'y aura pas de confrontation équivalente à celle de la Première ou la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. À cause du nucléaire. Grâce au nucléaire. Ou grâce au nucléaire. Moi, je suis partisan de l'arme nucléaire. Je pense que c'était précisément grâce à ça. Il y a différentes raisons pour lesquelles on n'a pas basculé dans la vraie guerre pendant précisément cette guerre de 50 ans qui s'appelle la guerre froide. Il y en a deux. Il y en a une qui est, je dirais, idéologique, c'est-à-dire que les deux camps pensait que, du côté marxiste, on pensait que le capitalisme s'effondrerait victime de ses propres contradictions, et du côté, on va dire, capitaliste, on pensait que le communisme n'était pas un système viable et donc il s'effondrait. Donc c'était pas la peine, il effondrait tout ça. Donc c'était pas la peine d'en venir à la guerre totale. Et la deuxième raison, c'est l'arme nucléaire. Oui, mais donc très bien. Mais alors, cher Youssef Indy, est-ce que par exemple, parce que là on parle de l'axe Washington-Tel Aviv, est-ce que cet axe-là ne cherche pas justement à ce que ça déborde pour pouvoir utiliser au final cette arme nucléaire? Bonne question. Vous voulez un son de cloche pessimiste? Je peux me mettre en mode pessimiste. Non, c'est pas que je cherche un chanteur pessimiste, mais c'est que moi je me pose la question parce que moi j'ai pas l'impression que c'est aussi simple que ça en fait. Alors en fait, s'il y a une guerre nucléaire qui advient, ça ne viendra pas du camp russo-chinois ou ça viendra du camp israélo-occidental. Pourquoi? Parce que c'est dans ce camp-là qu'on a des acteurs irrationnels. On parle d'acteurs irrationnels, moi je parle depuis des années de messianistes, d'acteurs messianistes. Alors il y a des messianistes au pouvoir en Israël actuellement. Aujourd'hui... Ehud Barak, on a parlé la semaine dernière. Oui. Donc il valide en fait ce que j'écris depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc je remercie Ehud Barak. Il a dit textuellement, Ehud Barak, autour de Netanyahou, il y a des ministres messianistes qui veulent déclencher une escalade, c'est-à-dire une guerre contre l'Iran, pour hâter la venue du Messie des Juifs, pas le retour du Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en fait, là, ça nous renvoie directement à l'eschatologie juive. Dans l'eschatologie juive, il est dit, donc je résume, que le Messie des Juifs ne viendra, par exemple, qu'après la grande guerre de Gog et Magog. C'est une guerre qui opposera Israël à des grandes puissances. Il faut savoir qu'un certain nombre de rabbins et aussi des évangéliques américains identifient Gog et Magog à la Russie. D'accord ? Donc ça, faut que ça soit clair. Maintenant, pourquoi est-ce que les Israéliens
veulent déclencher un conflit contre l'Iran pour attirer les États-Unis dans un conflit proche-oriental, pour provoquer un embrasement régional qui pourrait conduire à un embrasement mondial. C'est leur vision du monde. Là, on ne parle pas de 2-3 fanatiques marginaux dans des synagogues, on parle de gens qui sont au gouvernement autour de Netanyahou. Alors, Ehud Barak a été gentil parce qu'il dit Netanyahou est pris en otage. Mais Netanyahou, qui est un likoudnik, donc héritier des sionistes révisionnistes, a cette même vision du monde. C'est-à-dire que Netanyahou milite depuis une quinzaine d'années, voire même une vingtaine d'années, lui et le lobby pro-israélien, pour pousser les États-Unis vers une guerre contre l'Iran. Tout comme ils ont poussé les États-Unis dans une guerre contre l'Irak. Du côté américain, actuellement, ce qu'on a à la tête de l'administration, ce sont à la fois des néoconservateurs et des LGBTistes, donc c'est-à-dire des pro-israéliens et des nihilistes, mais pas d'évangéliques. On avait sous l'administration Trump des évangéliques. Alors des évangéliques qui pensent, effectivement, comme les messianistes juifs, qu'il faut déclencher l'Armageddon, Ur-Megiddo, donc en fait c'est la grande bataille de la fin des temps, et certains d'entre eux pensent qu'ils seront sauvés par la rapture, c'est-à-dire qu'ils seront élevés dans les cieux comme une espèce de balcon et qu'ils verront le monde se détruire puis ils reviendront. Donc ça existe, cette vision du monde, mais aujourd'hui les plus fanatiques et les plus dangereux sont à la tête de l'État d'Israël. Oui, parce que regardez, Israël va visiblement faire une action contre l'Iran. C'est quelque chose, ça peut monter à la mayonnaise, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'il y a une forme d'aporie stratégique, en quelque sorte, entre, d'un côté, le réalisme du rapport de force, que chaque acteur est bien obligé de prendre en compte, y compris les Israéliens messianiques, et puis, effectivement, l'aiguillon de l'idéologie millénariste. Alors ça, j'en avais parlé beaucoup dans mon premier livre, sur Soros et la société ouverte, c'est-à-dire il y a différentes formes de millénarisme politique, et actuellement, il y en a deux grandes principales. Il y a le millénarisme globaliste, qui est dans cette idée de fin des frontières, fin des nations, donc société ouverte, qui est portée en gros par les institutions internationales, les ONG type Open Society Foundations et autres. Et puis, il y a ce messianisme dur, plus tribaliste en quelque sorte, plus suprémaciste et plus territorialisé, qui est porté par les gens qui sont le Likoud et proches du Likoud, comme le parti Force Juive et d'autres partis de ce type-là. Et effectivement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où, une fois acculés, ils peuvent aller. Alors après, donc c'est pour ça que moi j'essaye toujours d'avoir différents niveaux d'analyse. Le niveau politique, stratégique, et puis effectivement le niveau idéologique, métapolitique. Parce que, comme disait déjà à son époque Aron, l'homme n'est pas juste un animal rationnel, sinon les relations internationales seraient basées sur la rationalité pure, et ce serait des mathématiques. Et ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement c'est l'homme qui agit, et il est poussé par un complexe d'idéologie et autres qui dépasse le simple survie. Est-ce que nous ne sommes pas revenus en 1913, où les blocs là se regardent, voilà, mais où quand même... En fait, je pense que ceux qui veulent provoquer le chaos attendent que l'autre fasse l'étincelle qui justifie moralement le déchaînement et le grand lynchage. Mais l'étincelle, c'est pas l'Iran ? L'Iran peut être l'étincelle, mais le problème, c'est que l'Iran a les moyens de répondre, et elle est appuyée derrière par la Chine et la Russie. Après, donc il y a un autre niveau, mais bon, là, on pourra peut-être en parler ultérieurement. C'est tout de même, si on regarde, là, on pourrait dire la cyclologie historique plus longue, eh bien, c'est que on va dire, on est à 2000 ans, il y a cet agenda 2030. Bon. Quand on est chrétien, en 2030, qu'est-ce qui se passe ? On sera à 2000 ans de la mission terrestre de Jésus-Christ. Ces gens-là sont pressés par faire advenir leur Machia, leur Messie. Donc il y a quelque chose, si on est croyant, peut-être qu'on peut se dire, effectivement, il va forcément se passer quelque chose, et forcément, ça se passera en Terre Sainte. Ce qui est intéressant, c'est quand on relit l'Évangile, notamment Matthieu 24, eh bien, le Christ dit clairement les choses. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la fin des temps commencera par la destruction du temple qui aura été reconstruit. Le projet des messianiques, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem, et il parle de suite à la destruction du temple, il y aura aussi la destruction de Jérusalem et la fuite
des habitants de Jérusalem dans les montagnes qui iront se terrer, et ce sera le début de la fin. En fait. Et 2030, c'est aussi l'agenda Grete Reset. Voilà. Alors après, moi, je ne donne pas de date. Je dis juste que on est à 2000 ans. Si on regarde, il y a quand même ces dates, quand même, si on regarde entre Abraham et la destruction du Second Temple, il y a à peu près 2000 ans. Entre le début de notre ère et maintenant, on est à 2000 ans. Il y a cette date butoir de 2030 qui revient constamment. On peut se demander si effectivement il ne se passera pas des grandes choses, alors qu'on y croit ou on n'y croit pas. Le problème, c'est qu'il y en a qui y croient. Il y en a qui y croient, et puis les collectivités humaines sont guidées, même je pense que c'est comme un ADN en fait, dans les groupes humains. Comment dire, la religion. Pour moi, je pense qu'il y a aussi ça qui a été oublié. C'est quoi l'identité d'un homme ? Au XXe siècle, on s'est beaucoup posé de questions. Est-ce que c'est la race ? Est-ce que c'est autre chose ? Je pense que c'est la religion. Fondamentalement, l'identité d'un homme, c'est la religion. Donc, même de manière inconsciente, en fait. Vous êtes d'accord avec ça, cher Xavier ? Je suis assez d'accord. Alors, moi, je connais moins les questions religieuses que Pierre-Antoine et Youssef, mais l'irrationalité des acteurs politiques, aujourd'hui, on l'observe. Et pas uniquement au niveau, je dirais, messianique, mais dans la prise de décision. Par exemple, moi, je ne pensais pas que l'Ukraine se lancerait dans une opération de nettoyage ethnique dans le Donbass, parce que c'était certain qu'ils allaient perdre. Pourtant, ils l'ont fait. Est-ce que vous pensiez, par exemple, que Macron allait faire les déclarations qu'il a faites ? Oui, ça, les déclarations de Macron. Ah bon ? Ah oui, alors, c'est je ne pensais pas. C'est ce que j'explique sur les chaînes de télé russes. Je lui dis, mais arrêtez de commenter les déclarations de Macron. Il va dire pas une surprise. Le contraire dans 2 jours et revenir sur ce qu'il a dit. Et puis finalement, après, ses ministres vont arriver, non, mais il n'a pas voulu dire ça. Et puis finalement, il a raison de le dire. Donc ça, c'est ce que Laurent Ozon appelle maintenir la population sous stress vital, c'est-à-dire maximal. Voilà. Et donc là-dessus, je suis pas. En revanche, ce qui est plus inquiétant, et je vais faire une petite réduction à Hitlerum, mais par exemple, Ribbentrop avait promis à Hitler que la Pologne, ça se passerait comme la Tchécoslovaquie. Et d'ailleurs, c'est dans le livre de Karl-Heinz Frieser, le colonel Karl-Heinz Frieser qui écrit le mythe de la guerre éclair. Et il explique qu'en fait, Hitler n'était pas du tout prêt à partir en guerre contre l'Angleterre et la France, et qu'il était extrêmement pessimiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a laissé ces jeunes généraux, Manstein et Guderian, il n'y avait plus rien à perdre, parce qu'il se rendait compte de la catastrophe qui allait arriver. Donc, il a pris une décision sur un pari. Et je pense que Zelensky aussi, et l'administration américaine, puisqu'il ne fait rien sans autorisation, a pris la décision de lancer cette opération qui avait commencé début février, mi-février dans le Donbass, en se disant les Russes n'oseront pas intervenir parce que dans les 3-4 mois précédents, sans arrêt, c'était la pression. Si la Russie fait ça, on va mettre des sanctions, disait Victoria Nuland, comme ils n'en ont jamais vu. Et donc, ils ont pris un risque. Et c'est ça, plus ça, moi, qui m'inquiète. Et il y a aussi une chose, on s'aperçoit qu'ils ont pris un risque en ayant des informations fausses ou alors mal analysées sur la force de l'économie russe, sur la force de l'armée russe, sur la détermination et la solidité du pouvoir de Vladimir Poutine. Donc moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a des élites occidentales qui sont... Parce que, et là on revient également, parce que ce sont des idéologues fanatiques, donc qui considèrent que les Russes, faut le dire, c'est un pays de sous-hommes. La réalité, c'est ça en fait. C'est que rien n'a changé depuis Mein Kampf. Et donc, ils ont pris des décisions sur des mauvaises informations et avec toujours l'idée de on va jouer le coup de poker. Ça peut passer. Ben oui, mais moi l'impression que ça me donne, c'est que peut-être du fait de la dette qui est immense, il y a une forme de fuite en avant de nos élites. Et je pense qu'elles ne sont pas aussi rationnelles, même avec l'atome, qu'on peut se le dire ici en plateau. C'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui n'a à peine connu les essais nucléaires. Les derniers essais nucléaires, c'était celui de Jacques Chirac. Donc en fait, ils n'ont pas connu, bien sûr, nous non plus, Hiroshima, Nagasaki, mais même nous, on a grandi quand même. Quand on nous apprenait l'histoire, on parlait d'Hiroshima, Nagasaki, la rupture que ça avait été, qu'il ne fallait pas que ça recommence, etc. Donc il y avait une conscience de ce que c'était que le risque nucléaire. Et je pense que d'ailleurs, c'est souvent ce qu'essaie de faire Vladimir Poutine lorsqu'il rappelle la doctrine. Et il le fait, j'étais assisté au Club Valdai, donc, qui était une réunion, un symposium de politique en Russie avec Vladimir Poutine. Et donc Karaganov, donc, qui est un des théoriciens de l'utilisation de l'arme nucléaire, avait interrogé Vladimir. Lui, il est partisan d'un emploi flexible, d'un emploi en premier.
comme les Américains. Comme les Américains. Et donc, le général Todd Walters, qui commandait les forces de l'OTAN en Europe, en 2020, il parle devant le Sénat américain, le Congrès, et le sénateur, qui est une sénatrice, lui pose la question, lui dit « Est-ce que vous êtes partisan d'un emploi en premier ?» Il dit oui. Il dit oui, ça n'inquiète pas les alliés européens, quand vous avez le chef des forces de l'OTAN en Europe qui vous dit ça. Et donc Karaganov, lui, côté russe, est favorable à ça, en disant, après tout, pourquoi pas tirer une bombe nucléaire sur la Pologne, je crois que c'est l'exemple qu'il avait donné, de toute manière, ils n'oseront pas riposter, parce que sinon c'est la fin du monde. Et donc, il a posé cette question-là à Poutine, et Poutine a dit non. Je vous rappelle notre doctrine, qui est en gros la doctrine française, c'est-à-dire on utilise l'arme nucléaire si jamais on utilise contre nous des armes de destruction massive, et si l'État russe, la viabilité de l'État russe est en danger. Et donc, vu ce qui se passe au champ de bataille, on en est visiblement, c'est pas de mal à veille. Vous avez parlé d'irrationalité. En fait, il faut comprendre. Si on prend le cas d'Israël et le cas de l'Occident, je parle des dirigeants, on a d'un côté des messianistes à la tête d'Israël, comme je l'ai dit, qui ont une vision irrationnelle, mais qui se comprend. C'est-à-dire qu'il y a une logique, c'est enraciné dans des textes bibliques, talmudiques ou même kabbalistiques. Et du côté occidental, ce qui est frappant, c'est que leur irrationalité a à voir avec un certain nihilisme qui lui-même a pour terreau le vide religieux. Emmanuel Todd en parle récemment, depuis peu là, dans son dernier livre. Dans mon précédent ouvrage, La guerre des États-Unis contre l'Europe, je parlais de ce nihilisme-là. Mais c'est un nihilisme qui touche différents aspects de la société. Quand vous avez un effondrement total de la religion, vous avez un nihilisme qui touche la société, augmentation du taux de suicide, aussi le domaine juridique. Un juriste, un historien du droit, Harold Berman, qui parle de nihilisme juridique. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que un certain messianisme dans le politique, comme dit Gershom Scholem, devient extrêmement dangereux quand on met du messianisme dans le politique. Mais si on fait disparaître la religion, le politique peut devenir irrationnel et même nihiliste. Et le LGBTisme, d'une certaine façon, est une des manifestations de ce nihilisme, puisqu'il détruit la société, il détruit la famille, il détruit l'enfant. Donc en fait, on a à la tête d'un certain nombre de pays occidentaux, à la tête de l'OTAN, des gens qui sont proprement nihilistes. Et c'est pas en contradiction avec le messianisme. C'est-à-dire que aux États-Unis, on est passé d'un messianisme religieux, un messianisme religieux qui existe toujours dans les milieux évangéliques, à un messianisme laïcisé, notamment au début du XXe siècle, avec Theodore Roosevelt et ensuite Wilson, qui considérait l'Amérique comme une nation messianique qui allait sauver le monde par le libéralisme américain. Et là, on est entré dans une nouvelle phase qui est un messianisme nihiliste. Et là, ça nous ramène à la question du catéchone qui nous est cher, Pierre-Antoine et moi, c'est-à-dire qu'on a une puissance, des puissances occidentales nihilistes, donc anthropiques, et la religion, même au sein de la société, est une force néganthropique. Mais si vous faites disparaître la religion, l'entropie touche la société et elle va aussi infecter les relations internationales. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Mais quelle est la place de Tel Aviv à Washington ? Est-ce que ces élites israéliennes ont un poids considérable à la Maison-Blanche, par exemple? Elles ont un poids gigantesque, et ça, c'est pas moi qui le dis, je le répète. Je renvoie au livre de Stephen Walt et John Mearsheimer, paru en 2007, qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine », qui mettait déjà en évidence le poids gigantesque sur la Maison-Blanche, sur le Sénat. Mais aujourd'hui, John Mearsheimer, un des auteurs du livre, dit que le poids du lobby pro-israélien aujourd'hui est encore plus important qu'à l'époque où il écrivait le livre. Et déjà, on est sidéré quand on lit le livre. Donc effectivement, c'est un poids qui est extrêmement dangereux, d'autant plus que ce lobby pro-israélien, qui n'est pas composé que de messianistes, mais appuie... Et beaucoup, malgré tout. Oui, mais appuie la politique israélienne qui est aujourd'hui messianiste et qui nous met aujourd'hui en danger. Moi, j'ai entendu plusieurs intervenants, y compris sur votre plateau, qui disaient la nation au Proche-Orient qui sème le désordre, c'est l'Iran.
c'est une inversion accusatoire complète. La nation irrationnelle qui sème le désordre et qui vit sur le désordre et qui pousse les États-Unis à semer le désordre dans le monde musulman, c'est Israël. Ça veut dire que tout est possible. Oui, tout est possible. Aujourd'hui, voilà, Pierre-Antoine veut tout est rebondir. possible du coup. J'aimerais revenir. Oui ou non? Oui, mais sur la question du nihilisme, justement. Allez-y. Xavier Moreau parlait de Karaganov, qui est partisan de l'utilisation de l'arme nucléaire. En fait, Karaganov faisait un parallèle intéressant. Il disait, dans une société athée, la bombe atomique joue le rôle du jugement de Dieu. Face à des gens, en fait, il dit pourquoi face à l'Occident, on devrait être amené à l'utiliser de manière préventive, parce que nous sommes justement face à des gens qui ne croient plus en rien, donc les élites occidentales, et ce rappel, ce serait un rappel au réel, et ça leur rappellerait qu'un jugement existe. Si ces gens ne croient pas au jugement de Dieu, il y a ça sur la tête des nations. Et effectivement, durant la guerre froide, tout le monde avait un petit peu cette idée qu'il y avait la menace nucléaire qui planait au-dessus de tout le monde. Ça a disparu. Donc ça serait un petit peu un retour à cette phase-là. Donc dans ce sens, l'arme nucléaire aurait aussi un rôle de frein, donc un rôle de catéchone aussi. Je crois que même René Girard avait parlé de ça, de l'arme nucléaire comme catéchone. J'exclus pas d'ailleurs qu'en fait, Karaganov et Poutine se soient fait le flic et un échange volontaire. Scénarisé. Pour essayer de rappeler aux élites, Emmanuel Macron, attention, l'arme nucléaire, ça peut détruire le monde. Oui, mais s'il y a Troisième Guerre mondiale, cher Pierre-Antoine, est-ce que ça doit commencer forcément par l'arme atomique? Non. Ça peut être une Troisième Guerre d'abord avec des... C'est terminé. Parce que, comme disait Albert Einstein, je sais comment se sont déroulées les précédentes guerres mondiales. Je sais que la dernière, la quatrième guerre mondiale, se déroulera avec des bâtons et des pierres. Parce que voilà, après, il n'y aura rien. Mais, comment dire, sur cette idée d'athéisme, c'est central. Parce qu'en fait, je parlais des deux millénarismes qui s'affrontent. Le militarisme tribaliste, messianique, et puis le militarisme globaliste. Nos élites sont vraiment empreintes d'un athéisme profond. Et dans cet athéisme, comme disait Chesterton, quand on cesse de croire en Dieu, on ne cesse pas de croire, on se met à croire en n'importe quoi. Et quand, dans mon précédent livre sur la dépopulation, j'ai montré ce que professent certains de ces milliardaires globalistes, l'idée par exemple de revenir, et on retrouve ça régulièrement dans leur vision du monde, de revenir à un optimum de population qui serait celui du paléolithique, en disant non, finalement on est trop nombreux, en fait à restaurer un paradis sur Terre. L'idée c'est ça. Donc quelque part, pour des gens qui en plus eux-mêmes ne croient pas à une vie future, à une vie d'après, ils vont vieillir, parce que ces gens-là sont vieux, c'est les nonagénaires génocidaires, comme les appelle Nicolas Bonal. Voilà, ces gens-là vont être peut-être amenés finalement, foutu pour foutu, entre perdre... finalement, autant tout s'y aller. Et là, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'un faux pas irrationnel. Mais l'arme nucléaire, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la conclusion du Japon. Conclusion, parce que l'Axe n'avait pas l'arme nucléaire. Si l'Axe avait l'arme nucléaire, il y aurait eu une négociation avec l'Axe, et peut-être que l'Axe existerait même encore. Mais est-ce que... On prenait ça aussi pour une super artillerie. C'est vrai. C'est vraiment l'arrivée de la bombe H qui a changé. Oui. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la destruction complète mais est-ce qu'une Troisième Guerre mondiale doit forcément commencer par l'arme nucléaire? C'est ça. Regardez justement l'Iran, par exemple. On peut dire, les Israéliens disent qu'il ne faut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Mais est-ce que l'Iran a besoin de l'arme nucléaire pour détruire maintenant Israël? Pour saturer, par exemple, son système de défense Iron Dome, avec toutes sortes de drones de basse vitesse, et ensuite de passer et de l'inonder de missiles balistiques, et ensuite de missiles hypersoniques. Un missile hypersonique avec une charge même non explosive à la vitesse où il va, s'il frappe une ville, c'est une destruction immense. Donc en fait, c'est peut-être ça les instruments aussi dont parle Vladimir Poutine. Donc on est dans autre chose. Et je pense que c'est ça qui immobilise le jeu en quelque sorte. Donc on est face à, d'un côté, le réalisme, mais c'est... On va voir un bon test, c'est est-ce qu'Israël va riposter sérieusement? Et ils ont riposté. Oui, mais c'était des pichenettes. Cette nuit, les Israéliens ont envoyé des drones sur la base aérienne d'Isfahan, par laquelle sont partis les drones iraniens, et c'était rien du tout. Il y a pas de dégâts. Hein. Donc c'était une réponse symbolique. D'ailleurs, l'Iran a révélé... Oui, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël ne peut pas se défendre seul. Ils ont eu besoin des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, et ils ne peuvent pas attaquer seuls. Donc quand ils ont frappé le consulat, ils s'attendaient à ce que
l'Iran riposte pour entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Or, les États-Unis ne veulent pas, parce que de toute façon, les États-Unis, depuis 2021 au moins, se retirent de la région, ils se retirent d'Afghanistan, ils retirent des troupes et de l'armement de Syrie, d'Irak, d'Arabie Saoudite pour se concentrer. Il n'y a plus personne, hein. Voilà. Il reste 6 000 hommes. Voilà. Donc, mais ce sont les Israéliens qui, depuis le début du massacre, du génocide à Gaza, veulent attirer les États-Unis dans la région. Parce qu'en fait, Israël, c'est important de le dire, c'est isolé géopolitiquement, diplomatiquement et militairement. Et ils se sont même mis les Russes à dos. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.